c'est parti pour Planète Marché avec un CAC 40 qui consolide mais qui évolue dans le vert actuellement, plus 0,19% à 7045 points. Pour décrypter ce niveau de marché en début d'année mais aussi le contexte macroéconomique, nous avons le plaisir d'être accompagnés par 3 experts ce soir. Olivier de Béranger est avec nous tout d'abord, bonjour. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général délégué de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Nicolas Brault également, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric Rosier. Bonsoir Nicolas. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. On va commencer avec vous, Nicolas Brault. On va commenter ces chiffres de ce PMI composite en zone euro qui repasse en petite zone d'expansion, mais en zone d'expansion, on est à 50,2 points. Ma question est simple, est-ce que le spectre récessif en zone euro s'éloigne encore un petit peu plus, alors que déjà la semaine dernière, quand on a vu Olaf Scholz s'exprimer sur le sujet, expliquer qu'il n'y aura pas de récession en Allemagne, quand un homme politique l'affirme, on peut se dire que globalement il est à peu près sûr de ce qu'il affirme. Est-ce que le spectre récessif en zone euro s'éloigne ? Je me permettrai juste de vous corriger, quand un homme politique parle, on a plutôt tendance à s'en méfier, plutôt que de le prendre pour argent comptant, surtout si ce sont des bonnes nouvelles. Oui, mais on peut se dire qu'en même temps, il joue un petit peu sa crédibilité en affirmant ça. Non, mais disons que la zone euro, qui était l'épicentre des angoisses et des conséquences du conflit ukrainien, de l'inflation qui est partie en spirale, et indiscutablement depuis la rentrée de septembre, affiche une résilience qui nous surprend. Donc les chiffres du jour ne font qu'aller dans ce sens-là. Après, on pourra toujours opiner que l'Allemagne et la France font moins bien que la moyenne européenne. Mais l'Allemagne on prescrivait à l'Allemagne et à l'Italie une récession assurée, rapide et d'ampleur. Et le fait est que la résistance, elle est constatée avant même que la Chine ne réouvre. Donc, ce que je crois important, c'est que cette thématique de la réouverture chinoise va à l'encontre du narratif de toute l'année 2022, qui est « nous allons vers une récession ». Quand les prix du baril sont à $120, on a toujours une récession. Quand en plus, les banques centrales disent « vous allez rire, mais les taux zéro, c'est fini, on les monte à 4%, on a une récession ». Et quand on écoute et on sonde tous les agents économiques, financiers, sur le sujet, le scénario de base de notre année 2022 était on va vers une récession. Bien sûr, c'était la certitude de 2022. Donc, en effet, pour abonder dans le sens de votre question, le scénario d'une récession maintenant diminue de façon progressive depuis quelques mois et la réouverture de la Chine va dans ce sens-là. Donc, après l'implication marché, mais on va avoir le loisir sûrement de le commenter. Mais ça nous rappelle le post-Covid. Quand on sort de ça, en général, les marchés d'actifs sont bien orientés derrière, dans un premier temps. Vous nous avez dit que la France et l'Allemagne sont peut-être effectivement avec une moyenne un petit peu en dessous des autres pays européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les pays du sud de l'Europe qui tirent la croissance de l'activité dans le secteur privé en décembre ? En janvier, pardon. Je ne suis pas économiste. Je vous avoue n'absolument pas avoir regardé ces chiffres. Mais en revanche, ils vont dans le sens d'une image qui prévaut depuis au moins le mois d'octobre, d'une Europe continentale qui résiste. C'est exactement le même cas que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, quand on en parle, c'est toujours la catastrophe préannoncée. Bon, la réalité, c'est une vie difficile, des tas de problématiques, de transport, d'alimentation énergétique, mais le Royaume-Uni n'est pas non plus dans une spirale incontrôlée. Donc voilà, le message que je vous tiens, c'est un message d'optimisme, de confiance. Olivier de Béranger, le spectre de la récession s'éloigne, mais ne s'annule pas complètement pour autant à l'heure actuelle ? Non, forcément, il ne s'annule pas complètement, mais je pense que Nicolas a cité le bon terme. La vraie question, c'est l'ampleur. Qu'il y ait une récession ou un atterrissage fort, en gros qu'on soit à plus 0,2% de croissance ou moins 0,2% de croissance, c'est pas ça qui va changer le résultat des entreprises, c'est pas ça qui va faire dérailler les taux d'endettement, c'est pas ça qui va avoir une spirale récessive importante. Et pour l'instant, récession ou ralentissement fort, de toute façon, personne n'anticipe un mouvement d'une très grande ampleur. Alors pourquoi on n'anticipe pas de mouvement de grande ampleur ? Essentiellement,
à mon avis en tout cas, parce que le système bancaire va bien. Et qu'à chaque fois qu'on a des récessions dures, profondes et prolongées, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, les banques commerciales sont empêchées de prêter et d'alimenter le système financier parce qu'elles ont des problèmes de pertes, parce qu'elles ont des problèmes de fonds propres, parce qu'elles ont des problèmes de risk-weighted assets, parce qu'elles ont des problèmes de liquidité. Je vous rappelle qu'une banque fait toujours faillite pour des problèmes de liquidité et rarement pour des problèmes de solvabilité. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas. Depuis 2008-2009, on a fortement renforcé les fonds propres dans la zone euro. On a beaucoup travaillé sur le système bancaire commercial, ce qui fait qu'il est très probable qu'en 2023, que ce soit une année de récession ou de ralentissement fort, on ait des résultats du secteur bancaire qui soient en progrès. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait dans la crise financière de 2008-2009, ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait dans la crise de la zone euro en 2011-2012. Et puis si vous ouvrez les livres d'histoire sur la crise des Savignon Loans ou la crise de la dette du Mexique ou autre, à chaque fois, une récession sévère est toujours provoquée par un problème, alors, hors évidemment, problème géostratégique, mais toujours provoqué par une récession, enfin, un problème de financement de l'économie réelle. Donc peu importe finalement qu'on ait une récession technique ou autre, du moment qu'on a des banques qui prêtent aux entreprises, globalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur l'activité des entreprises. Exactement. On n'a pas la crainte d'avoir des robinets de financement qui s'arrêtent parce que essentiellement, ils ont déjà été resserrés depuis bien longtemps, depuis le lancement, depuis l'arrivée du Covid et la fin 2019. De toute façon, les banques ont toujours été plus prudentes pour prêter. On fait très attention. Il y a toute une désintermédiation du système de financement qui fait que les banques commerciales, particulièrement européennes, sont beaucoup moins à risque qu'elles ne l'étaient avant. Donc, l'ampleur de la récession, qui est la question que posait Nicolas tout à l'heure, que ce soit un ralentissement fort ou une récession, de toute façon, l'ampleur ne sera, à mon avis, et pour l'instant, pas très forte. Donc, dans les stratégies boursières, il faut prendre ça en compte, qu'on a un ralentissement fort, peut-être une légère récession. Dans ces dernières prévisions, l'OCDE ne prévoit pas de récession pour la zone euro. On prévoit une croissance de 0,5 en 2023 et probablement un atterrissage de 2022 qui va être exceptionnellement élevé. Je dis bien exceptionnellement élevé. La croissance en zone euro en 2022 sera 3,3, 3,4. Donc, en gros, une des meilleures croissances depuis 25 ans, depuis la création de la zone euro, ce qui est paradoxal. Bien sûr, avec l'annonce d'une récession presque quasi quotidienne en 2022. Et donc, une année où il y a la guerre à quelques centaines de kilomètres de Paris, une année où l'inflation touche 2 chiffres dans plus de 10 pays de la zone euro, une année où la spirale prix-salaire semble s'emballer, on va quand même faire 3,3% de croissance réelle, ce qui va être dans les 5 meilleures années depuis que la zone euro, de croissance depuis que la zone euro existe. Donc, on voit bien, pour reprendre le terme de Nicolas, que résilience, ça, il faut reconnaître que c'est le cas de la zone euro et ça surprend un peu tout le monde, et notamment les investisseurs. Mais alors, je vous pose la question à vous, puis on pourra l'aborder également avec Frédéric Rosier et Nicolas Braun. Mais quel facteur explicatif vous avez sur la résilience des entreprises à votre niveau? Comment expliquer que cette inflation qui devait effectivement avoir un impact sur les marges des entreprises, finalement, est un impact évidemment, mais que cet impact soit contrôlé? Comment expliquer que le climat des affaires ne soit pas si mauvais alors qu'il y a une récession qui est prévue depuis plusieurs mois? Qu'est-ce qui explique cette résilience des entreprises? Et effectivement, c'est surprenant parce que si vous regardez, Citigroup publie un indice des surprises économiques. Et actuellement, dans la zone euro, on est à 86. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux très élevés. C'est-à-dire que tous les chiffres qui sont publiés, c'est pas qu'ils sont bons dans l'absolu, mais c'est qu'ils sont meilleurs que ce à quoi les économistes s'attendaient. En zone dollar, aux États-Unis, on est plutôt à moins 15 sur cet indicateur. Donc, un spread, un différentiel. Bien sûr, oui. Donc, tout le monde est surpris. Les facteurs de résilience, à mon avis, ils sont multiples. Celui que je trouve qui n'a pas été assez mis en avant, c'est la résilience du secteur financier qu'on n'a pas suffisamment évoqué. À mon avis, le fait quand même d'avoir en quelque sorte subventionné, truqué les prix de l'énergie, notamment en France ou en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Sud, ça a ralenti les effets de la hausse des prix. Alors, ça veut dire qu'elle est devant nous, et on le voit bien, notamment sur les prix de l'énergie en France. Mais en tout cas, ça a pour le consommateur, en tout cas. Pour le consommateur, ça a lissé l'effet des prix. Et puis, les prix ont baissé, ce qui fait que, si ça se trouve, le pic de prix de l'énergie, il va être très lissé par les aides gouvernementales. Alors, je dirais que ça a été transféré à la dette de l'État, mais en tout cas, c'est là. Donc, et puis la résilience du consommateur qui a été très prudent très vite
Dès que la guerre en Ukraine s'est déclenchée, on a vu quand même les taux d'épargne très élevés qu'on connaissait notamment en Europe à cause du Covid et de la rouverture se maintenir. C'est-à-dire que c'est simplement aux États-Unis qu'on commence à piocher dans l'épargne accumulée pendant le Covid. En Europe, on est simplement en train de ralentir sur la constitution du taux d'épargne, mais le stock d'épargne 2020-2021, il n'est pas encore entamé. Donc, on a une certaine force du consommateur, et puis à la fin, les entreprises de la zone euro. Dans les 10 dernières années, vous avez eu la crise financière 2008, la récession de 2009. Vous avez dû gérer 2011-2012. Vous ne saviez même pas si votre monnaie allait finir l'année. On peut dire qu'il y a une certaine habitude des consommateurs, des situations difficiles. Donc, je n'ai pas une explication, mais c'est sûr qu'on a pas mal de choses plutôt positives en zone euro aujourd'hui, et ça surprend tout le monde, et notamment les marchés financiers. Frédéric Rosier, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce qui a déjà été dit, notamment sur cette récession dont l'idée s'éloigne petit à petit mais reste encore un petit peu présent, et surtout sur cette résistance finalement des entreprises européennes? Il n'y a pas si longtemps, j'entendais des gens qui disaient c'est peut-être la récession la plus anticipée de l'histoire, et forcé qu'on a péché par pessimisme. Alors j'espère qu'on n'est pas en train de faire l'inverse, parce que là quand je vois par exemple, c'était hier la une du FT avec c'est bon, l'Europe va éviter la récession. Oui, c'est probable, mais quel bouleversement. Il y a pas si longtemps, il y avait des enquêtes économiques en Allemagne qui prévoyaient une contraction de l'activité de l'ordre de 0,4. Tout d'un coup, on a un message extrêmement positif, alors bien aidé par la Chine, bien aidé aussi par un hiver hyper conciliant qui change quand même pas mal la donne pour le coup, et donc cette envolée des prix des matières premières, de l'énergie, tout ça est quelque part en train de se calmer. Alors c'est dur à dire quand aujourd'hui on voit des gens qui ont des difficultés à payer leurs factures, mais le fait est que globalement on a le prix du gaz par exemple qui a été divisé par 2 en 6 mois, ça change énormément de choses. Il y a un facteur qui est relativement important, parce que vous parlez de la bonne économie, la bonne santé de l'économie et la résilience de nos entreprises. En France, on a des entreprises exportatrices, et l'effet dollar est quelque chose de très très important. Il a été un énorme contributeur à la performance globale sur les taux de marge des entreprises les plus exportatrices. On a bien sûr, en France, un tiers de la croissance des bénéfices était tiré par l'énergie totale. Donc on a aussi des facteurs structurants qui ont expliqué aussi la bonne santé, qui sont peut-être un petit peu moins présents d'ailleurs cette année. Donc c'est ça l'enjeu qu'on va avoir sur 2023, c'est bonne résilience de l'économie, peut-être un bouleversement des thématiques des sociétés, une meilleure résilience des sociétés qu'on avait peut-être un peu attaquées parce qu'on estimait que trop cycliques quelque part. Donc quand on est en récession, c'est vrai que ce n'est pas forcément les secteurs qu'on va avoir tendance à privilégier. Celles qui ont bénéficié d'un environnement peu favorable, je répète, comme l'énergie ou exportatrice en dollars, vont elles peut-être effectivement accuser peut-être le coût, peut-être une forme de tassement des marges. Donc il y a un enjeu global qui est très important, et on le voit depuis le début de l'année en bourse. Clairement, lorsque vous voyez la performance, par exemple, de Total, qui était un des gros contributeurs de performance l'année dernière, il est un peu à la traîne depuis le début de l'année. Donc vous voyez ce changement, et des valeurs qui étaient industrielles, très attaquées, les plus vendues sur le marché, tenir le haut du pavé sur les indices. On voit par exemple un marché comme l'Allemagne, qui est peut-être le marché le plus value en termes de prime de risque, c'est le plus attractif aujourd'hui. Vraiment bénéficier de cette reprise effectivement de la dynamique allemande et la reprise de l'activité en Chine. Donc on voit on n'est pas du tout sur le même marché que l'année dernière. C'est vraiment une rupture, et on a l'impression que dès le 1er janvier, le monde a changé quelque part, et la perception qu'on avait d'une situation qui était peut-être un petit peu trop négative a été modifié. Le monde a changé le 1er janvier, ou le monde a changé le jour où la Chine, contre toute attente, a réouvert beaucoup plus rapidement son économie? À 3 jours près, on est voilà, à 3 jours près, on est à peu près, c'est concomitant, mais effectivement, on a ce mouvement et d'ailleurs, les perspectives de croissance en Chine sont plutôt favorables. On parle de 5% de croissance en Chine. Donc on sait... Ce qui est globalement en dessous de ce que le gouvernement chinois fixe. Tout à fait, mais voilà, la croissance mondiale va tourner autour de 2,1, 2,2. Alors,
certains diront c'est de la récession quand on est aux alentours de 2 à l'échelle mondiale. Mais malgré tout, effectivement, il y a une dynamique de reprise en Chine. Ça vient de bas, d'accord, une énorme volatilité, parce que je vous rappelle le parcours de la croissance chinoise. Hein. On a eu un -1, -1,5, +2. On est repassé, oui. Voilà, à chaque trimestre, on passait d'un -2 à +2. Donc on a une extrême volatilité due à la réouverture, à la fermeture des économies chinoises. Ça semble vouloir s'ouvrir et ça offre quand même un peu plus de visibilité sur cette région du monde. La Chine, justement, vous nous en parliez, Nicolas Brault. Quel impact cela peut avoir sur l'économie mondiale? Alors effectivement, je reviens sur cette thématique de récession. Effectivement, savoir si on sera très légèrement en récession ou très légèrement en croissance, ça ne va pas non plus changer intégralement l'activité des entreprises. Vous nous parliez de l'ampleur, mais cette réouverture de la Chine, est-ce qu'elle aura, selon vous, un impact positif sur cette économie mondiale? Est-ce qu'il faut craindre des poussées inflationnistes sur ces prix de l'énergie, comme on a pu le lire à droite à gauche? Est-ce qu'il faut craindre également qu'une politique Covid mal contrôlée vienne refermer ce pays aussi vite qu'il ne se soit rouvert? Oui, il faut avoir des craintes. On est habité par les craintes. On a passé tout 2022 à 364 jours sur 365 avec des craintes. Donc, on ne va pas arrêter en 2023. Voilà. On peut s'inquiéter de tout ça. Il est logique d'imaginer qu'avec une Chine qui redémarre, la demande énergétique, les pressions sur les matières premières repartent à la hausse. C'est logique. Mais globalement, avoir une économie chinoise qui cesse de se dégrader à une vitesse accélérée depuis 1 an et demi, c'est une bonne nouvelle pour le cycle mondial. Donc, on peut disserter sur pas mal de choses. La réouverture de la Chine est une bonne nouvelle pour l'économie et c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Après, est-ce que ça va trop vite? L'éternel sujet derrière. S'agissant spécifiquement de la Chine, il y a un point d'interrogation. C'est dans quel état le consommateur chinois, en particulier, va sortir de ce confinement très long. On se souvient des dégâts, alors de la bouffée d'oxygène de sortie de Covid, mais de l'état des dégâts psychologiques qui existent encore. En Chine, j'ai une intuition, ou un sentiment, c'est pas une intuition, que ces dégâts sont très sévères. Et donc, il n'est pas sûr qu'on ait une espèce de revanche de la consommation, telle qu'on l'a constatée chez nous, et telle qu'on l'avait vue d'ailleurs en Chine, après le premier confinement au 2e semestre 2020. Donc, là, on va avoir besoin, non pas des économistes, mais on va avoir besoin d'écouter les entreprises qui sont au contact de ça. Donc, on peut prendre des noms que tout le monde connaît. Bon, il va falloir écouter L'Oréal le 9 février. C'est d'accord, le 10, 9 au soir. C'est très important. Ils sont en prise directe. Des gens comme Seb, qui sont extrêmement présents. Ils ont commencé déjà à laisser entendre des choses, mais en réalité, personne ne sait comment ça va se pratiquer. Donc le contenu de la reprise en Chine, et qui peut-être se traduire par une repoussée, une accélération vers 5%, mais on peut avoir des déceptions, puis surtout on peut avoir des stop and go comme on en a eu ailleurs. Donc c'est pas écrit. En global macro, c'est une très bonne nouvelle. D'accord. En micro, c'est à nous de regarder au fil de l'année 2023 comment les choses se passeront. Il y a un point d'interrogation sur la consommation à moyen terme, finalement. Passer l'euphorie de la réouverture, le comportement du consommateur. Je me permets, l'euphorie de la réouverture, l'euphorie, elle est financière à Hong Kong sur des titres détenus par des non-chinois. Non, mais c'est bien de préciser, c'est bien de préciser. Oui, vous avez raison. Le marché local n'a pas été soumis à la même envolée de gens qui étaient short et donc qui se rachètent ou sous-exposés donc qui se repondèrent. C'est parti comme une fusée sur des marchés, on va dire, plus accessibles. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un environnement euphorique en Chine. En termes de consommation. Non, mais vous avez raison de le préciser. Ils ont réouvert, non pas parce qu'on avait découvert des vaccins ou parce que le sujet était sous contrôle, c'est parce que la situation n'était plus tenable d'un point de vue politique et social. C'est pas la même chose. Non, bien sûr. Je connais pas l'issue. Notre métier, c'est aussi de répondre par des questions en disant maintenant, les points de vigilance, ça va être ça. Comment va s'opérer cette reprise chinoise ?
Il y a les schémas classiques. Les schémas classiques, vous savez, ils faisaient des plans d'infrastructure. On a vu ça tous les 3 depuis 30 ans. Au Japon, on peut faire le 8e plan d'infrastructure. Ça n'a jamais, en soi, relancé l'économie locale. Donc, le contenu, le policy mix, et puis il y a le sujet choc. Enfin, le 16 octobre, si je ne me trompe pas, il y a ce congrès. Il n'y a pas que les images qui ont été diffusées pour nous, non chinois. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été pris à contre-pied sur la Chine. Beaucoup de gens. Bon, le message donné par le congrès du parti mi-octobre, c'est un message d'une Chine qui se replie sur elle-même. Ce qui ne change pas, d'après ce qu'on comprend nous, c'est que les entreprises étrangères qui sont présentes en Chine, elles ont plutôt tendance à vouloir y être moins que de nouveau plus. Donc il n'y a pas d'euphorie. L'euphorie, elle est sur des écrans de cours de bourse. Sur des graphiques, éventuellement. Pas encore, en tout cas, sur l'économie réelle. C'est pas pour ça qu'elle ne va pas se produire. Mais je crois que c'est important de distinguer les deux. Restons prudents et sachons raison garder. Sur le phénomène chinois. Sur le phénomène chinois, Olivier de Béranger, sur l'impact de la réouverture de la Chine, peut-être aussi sur cette économie domestique où il y a encore des sujets vis-à-vis du secteur immobilier. Alors effectivement, on a vu pas mal de trajets à l'occasion du nouvel an, du nouvel an chinois, mais peut-être qu'il a pour le coup plus sur le secteur du tourisme ou en tout cas des transports, mais de manière plus globale, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous analysez cette réouverture chinoise ? Je pense qu'il y a une ligne fine que vient un peu de décrire Nicolas, qui est la réouverture qui se passe plutôt bien, parce que le consommateur, malgré tout ce qu'il a subi, a quand même envie de reconsommer des services, des loisirs, des produits et ainsi de suite, mais que ce n'est pas un impact si fort que ça sur l'inflation mondiale. Et pourquoi ? Parce que ça ne va pas être une relance par les infrastructures. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça ne sert à rien de refaire des aéroports, des autoroutes et des lignes de TGV. La Chine est déjà équipée. Ce n'est pas la peine de relancer l'immobilier. Je crois qu'on est tous d'accord. On a suivi. Donc la tension sur les matières premières, sur le cuivre, sur le ciment, sur le fer, va être plutôt moins forte que dans les réouvertures habituelles. En tout cas, c'est ma conviction. Mais je suis assez d'accord que l'état psychologique du consommateur chinois, là, alors, bien malin, c'est répondre à cette question dans quel état il est. On a quand même l'impression, si on écoute effectivement les leaders du luxe mondiaux, que c'est reparti assez fort dans un premier temps. Après, combien de temps ça va durer ? Est-ce que c'est juste quelques semaines ? C'est ça qui sera déterminant. Mais je pense que cette ligne fine entre la croissance qui revient à des niveaux, entre guillemets, plus normés, donc le nouveau normal de la croissance chinoise, c'est 4, 5... 6 si on fait une année extraordinaire. Une tension sur les prix des matières premières qui est moins forte que d'habitude, mis à part probablement l'énergie, où là, si on voyage, si on a des loisirs, si on prend des vacances, la tension sur l'énergie, elle est comme d'habitude. Et ça, c'est un peu ça fait partie d'ailleurs du scénario un peu Goldilocks que les marchés ont acheté depuis le début de l'année, c'est-à-dire une croissance chinoise on va dire correcte, mais pas trop inflationniste sur les matières premières. Ça, évidemment, c'est que dans quelques mois ou trimestres qu'on le verra. Et on en avait déjà parlé plus d'une fois. Ce à quoi a faire face la Chine, c'est un des nombreux pics qui a été vécu en 2022, c'est un pic de population. Donc comment faire pour rendre le consommateur, le ménage, le chinois moyen suffisamment confiant dans l'avenir pour faire plus d'enfants ? C'est ça finalement le seul sujet qui doit préoccuper les autorités aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont été effectivement plus souples et très souples tout d'un coup sur l'organisation de la vie sociale, parce que c'était plus possible. Et effectivement, on a eu un stop and go, un des nombreux stop and go, mais on en a eu un entre le congrès au mois d'octobre et la décision récente de réouvrir, et que tout ce qui va être fait, ça va être pour essayer de ralentir la baisse inéluctable de la population chinoise. C'est le premier sujet. C'est le premier sujet. Je vous rappelle, en 2100, il y aura 600 millions de Chinois, moitié moins qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même un sujet qui doit être abordé. Et c'est pour ça que je pense que la relance ne sera pas sur les infrastructures, mais plus sur la qualité de vie, la consommation et tout ce que Nicolas vient de citer. Frédéric Rosier, si je comprends bien, tout repose sur la psychologie du consommateur chinois ou des ménages chinois. Elle a pris cher, la confiance. Je pense qu'il y a même un sentiment peut-être de forme. Alors le mot a tendance, le déclassement, mais
avant le Covid, on avait tous à l'esprit que la Chine allait devenir la première économie mondiale. C'est oublié, c'est fini. Ils ne seront jamais première économie mondiale. Et même lors des premières réouvertures, on l'a vu comme locomotive de la croissance. Ça c'est fini. Donc, on parlait d'avant et d'après Covid. Je pense que aujourd'hui, les dégâts qu'a fait le Covid, notamment sur la chaîne d'approvisionnement, va changer la façon de parler avec la Chine. Et on voyait la Chine encore il n'y a pas si longtemps comme pays atelier. C'était de moins en moins vrai, mais quelque part, c'était un peu notre perception. On a vu les grands plans d'investissement sur les semi-conducteurs, rapatriement de ces technologies. Aujourd'hui, la volonté d'arrêter justement de fournir une technologie gratuite à ces pays-là. Il y a encore éventuellement Elon Musk qui continue à y aller, mais on voit qu'il y a des choses ont terriblement évolué. Effectivement, le pic de population, ça va être une population mécaniquement plus vieillissante, avec un pouvoir d'achat de plus en plus élevé. Donc, on va avoir une façon de percevoir ce pays peut-être différemment. Et on le voit d'ailleurs, l'année dernière, dans une période Covid de restrictions, il y a une industrie qui a continué à performer comme jamais, c'était le luxe. D'accord ? C'était la seule qui était capable de continuer à vendre dans un environnement ultra contraint, avec une population même qui avait tendance à stresser parce qu'elle ne pouvait pas sortir, parce que le consommateur qui achète du luxe aujourd'hui, c'était quelqu'un qui a besoin d'évasion et qui a les moyens de se payer cette dépense. Ça ne changera pas. Par contre, c'est pour ça que des grandes entreprises, par exemple, comme j'allais dire support, Seb, qui a investi énormément effectivement dans cette région, qui joue la consommation, effectivement, ça va être des chiffres très importants parce que ça va être la dynamique. On a vu chez les gros distributeurs aussi des problématiques de fermeture en Chine. Donc toute la partie consommation, retail classique, oui, là, il y aura des grands bouleversements et je pense que ça ne sera pas forcément le pays Eldorado qu'on a connu par le passé. Donc ça, c'est des chiffres qu'on va avoir, le nouvel an chinois aussi, l'impact de ces bouleversements. On verra aussi dans les grands distributeurs comme Alibaba en Chine. On va voir si c'est un bouleversement beaucoup plus profond, tendanciel et qui va, je répète, changer un peu la perception qu'on a dans cette zone, qui sera toujours un partenaire privilégié, mais peut-être plus sur les mêmes bases de relations. Je vous propose de continuer avec une discussion marché, messieurs, même si effectivement on en parle quand même. On retrouve des sujets marché dans tous les sujets qu'on a traités. Nicolas Brault, alors la saison des résultats a commencé, elle est loin d'être finie. Je pose ça pour le contexte. On est aujourd'hui lors de la 17e séance depuis le début de l'année sur le CAC 40 qui n'est pas encore tout à fait terminée. On en est au fixing ou presque à l'heure actuelle. Sur les 16 séances précédentes, il y a quand même eu 13 séances de hausse. On est presque à 9% de hausse depuis le début de l'année, à près de 20% par rapport au plus bas de fin novembre. Comment est-ce qu'on explique une hausse comme celle-là ? Vous allez dire que je ne cherche que des craintes ou des points négatifs, mais comment est-ce que tout est rose ? Est-ce que tout est rose sur les marchés financiers ? Non, tout n'est pas rose, mais enfin, comme on nous a servi que du noir, c'est pas. Il faut quand même qu'on évite l'écueil d'être toujours dans quand ça va mal, c'est normal, et quand ça va bien, ça ne va pas durer. Je crois que c'est extrêmement important. D'accord. Alors maintenant, comment on explique ? Bon, alors expliquer le passé, c'est quand même la chose qui nous est la plus facile. Meilleure résistance économique, une inflation qui a fait un plus haut, peak inflation, et derrière, le prix du gaz naturel. Il paraît que nos prix d'électricité sont indexés là-dessus, ils sont encore très élevés. Le gaz naturel, c'est casser la figure. Il n'a pas chuté. C'est casser la figure. Il n'a pas. Aujourd'hui, il baissait de 11%, je ne sais pas quoi. Enfin bon, ça c'est la dégringolade. Ouais. C'est une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat des consommateurs mondiaux et notamment des Européens, puisque nous ne sommes pas autonomes. Et enfin, la réouverture de la Chine. Et la Chine, il n'y a pas de continent plus exposé à la Chine. Évidemment en dehors de l'Asie, que le nôtre. Voilà. L'Allemagne, on achète l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'est un jeu sur la Chine. Enfin, la puissance manufacturière allemande est connectée, pluguée sur la Chine. Donc, ça, c'est justifié. Alors maintenant, est-ce que ça va trop vite ? Oui, parce que si je reprends votre réaction, ça veut dire... Vous connaissez beaucoup des mouvements qu'on contrôle, nous ? Aucun. Alors moi, j'ai appris des choses en quelques décennies d'expérience. C'est qu'un marché, quand il a une conviction, il est pressé. Encore plus à la baisse. Covid, 36% de baisse, 4 semaines.
Ça n'avait pas commencé le 15 janvier, hein. Ça a commencé mi-février, et ça s'est arrêté le jour où on nous a confinés. 36% de baisse, 4 semaines. Quand on a une alors là, la récession, ça fait 1 an et demi que c'est notre menu sur le menu, et au moins 9-12 mois que c'est le menu principal, le scénario principal, le scénario de base. Puis après, il y a des nuances. C'est encore pire ou un peu moins mauvais. Donc, on résiste à tout ça. Les marchés montent parce qu'ils se projettent sur une image 2023 où ce qui a été présenté tout au long de l'année avec des bonnes raisons, le choc de l'inflation, le choc des taux d'intérêt, ça a eu lieu. Et derrière, suivi par le choc de la récession, et derrière le choc de la récession des profits. Le choc de la récession, on en a suffisamment parlé pour l'instant pour dire oui, on est toujours en risque mais ce risque est peut-être déplacé de 6-12 mois plutôt que maintenant. Sauf, avec ce qu'Olivier nous a dit tout à l'heure, les mannes du financement sont toujours à l'œuvre, et le consommateur, qui est prévenu qu'on est dans un monde difficile, qui le sait, qui l'exprime par des sondages, par ses votes, mais il ne se comporte pas comme il parle. Encore moins comme il lit, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, d'ailleurs, non plus. Nous, financiers, on est prudents, mais investis. De toute l'année. C'est pas nous qui avons vendu. On est prudents, mais on est investis. Et maintenant, est-ce qu'on a envie de sortir parce qu'on était prudent et investi, mais que ça remonte ? Non, on a aussi envie de rester dedans. Bien sûr. On a pas passé l'année 2022 à souffrir pour dire, dès que ça prend 9% year to date en 3 semaines, il faut partir. Donc ma conviction, et évidemment je peux me tromper, c'est que l'année 2023 sera une bonne année. Maintenant, ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Oui, parce qu'on peut se demander, alors, encore une question pour votre optimisme, mais est-ce qu'on peut se demander si la performance de l'année n'est pas déjà faite ? Est-ce que ça ne va pas créer plus de volatilité sur les marchés cette année ? C'est tout à fait légitime. Mais en revanche, si les marges des entreprises, qui est le sujet, les voies qui font le plus autorité à Wall Street, qui n'ont pas vu la hausse de l'Europe, et pas même la reprise américaine parfois, nous disent récession de profit, c'est maintenant. Alors, il y a 27%, je crois, du S&P qui publie cette semaine. Évidemment, on va écouter Microsoft ce soir, même si c'est à 9h30, on va quand même regarder, avoir une opinion, parce que c'est emblématique. Mais ce n'est que le meilleur acteur de l'économie, enfin de la techno, parmi les très très grands acteurs. Voilà. Mais je ne peux pas préjuger, mais le monde de l'entreprise, franchement, donc peut-être face à une falaise de récession de profit, mais nous les questionnons à chaque rencontre. Je pense que chez Mirabeau, à la financière de l'Échiquier ou chez Autingre, à chaque rencontre depuis 12 mois sur le thème « Dites-nous que ça fiche le camp, dites-nous que vos carnets de commandes, dites-nous que vos fournisseurs n'arrivent plus à vous fournir, dites-nous que... » Et la réponse pour l'instant, c'est ça se dégrade dans certains segments. Et sinon, c'est nous sommes préoccupés de l'avenir, mais pour l'instant, ça va, il y a du boulot, et on arrive à livrer, et on a encore des clients. Donc, je crois que le point principal, c'est que cette année 2023, si on a moins d'inflation, en plus c'est maintenant, c'est-à-dire peut-être que l'inflation va réaccélérer dans 6 mois ou dans 12 mois, mais au premier semestre, on a probablement un mix croissance et inflation qui est plutôt favorable à l'actionnaire, et puis après, vivement, qu'on fasse chacun nos choix sur les entreprises. Olivier de Béranger, si je résume, profitons plutôt que de chercher des craintes et des... C'est ça que ce sont les entreprises qui profitent, ou en tout cas... Bien sûr. Qui fassent de profit. Aux 4 arguments fort justes que Nicolas vient de citer, j'en rajouterai 2 qui en découlent. Le positionnement, c'est ça qui explique une grande partie de la vitesse. Quand on cherche une vitesse, c'est le positionnement. Déclenchement de Covid, tout le monde est investi, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ça sort très vite, ça baisse très vite. Le positionnement était très négatif en début d'année.
Je pense que tous les brokers américains, sans exception, vous racontaient la même histoire. On va vivre un premier semestre 2023 épouvantable sur les marchés, ça a baissé, puis on verra au deuxième semestre. Et on achètera. Et évidemment, on achètera au plus bas, comme d'habitude, on sait faire ça. Donc ils n'étaient pas investis sur les marchés européens. Et au deuxième semestre, ça ira mieux parce qu'on aura passé encore un pic, le pic des taux des banques centrales. Comme finalement l'histoire a mieux déroulé pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il y a du rachat de short, il y a des flux qui viennent un peu se remettre, notamment sur l'Europe, parce que c'est quand même très européen, bien sûr. En Europe, ce mouvement que dans le reste du monde. Et pourquoi c'est plus net en Europe que dans le reste du monde? C'est mon deuxième argument. C'est la valo. C'est-à-dire que la valorisation des actions européennes était quand même très dégradée. La valeur de l'euro était quand même très, très dégradée. On était à fin août, quand on regarde les PE prospectifs entre MSCI Europe et MSCI US, on était à 35% d'écart. C'est simplement le plus large depuis qu'MSCI fait des indices, donc ça va être 1988, je ne me souviens plus exactement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, évidemment, quand on est sur des points de tension comme ça et que l'histoire très noire qui était racontée ne déroule pas aussi noir, l'élastique sortant assez vite. Et il y a un deuxième chose, c'est que même dans l'absolu, la valorisation européenne était dégradée. Et d'ailleurs, si on regarde comment s'est déroulée l'année 2022, à chaque fois qu'on a touché 10 fois les earnings 12 mois forward, on a touché ce point-là sur MSCI Europe. Le 30 juin, on a rebondi de 15% derrière et on l'a touché le 29 septembre. On est encore dans la phase de rebond depuis ce moment-là. Donc, et là, ça revient un peu à ce que je disais en introduction. S'il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de raison de payer que 7, 6, 5 fois les résultats attendus des sociétés européennes s'il n'y a pas de crise financière. Et si les taux sont proches d'un plateau ou sont en train d'arriver à un plateau, 10, 11, 12 fois les résultats. Aujourd'hui, avec le rebond, on vaut 12 fois les résultats 12 mois forward. C'est toujours inférieur aux moyennes et c'est toujours inférieur aux médianes. Donc, ce n'est pas des points sur lesquels l'angoisse doit être trop développée. Donc, s'il y a des opportunités, c'est bien sur les marchés européens, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour en tout cas, la priorité, et en plus, il y a un intérêt sur la devise, puisque l'euro est particulièrement sous-évalué. Alors après, quel impact il y aura sur le résultat des entreprises européennes qui exportent en zone dollar, on le verra, mais quand le dollar est en moins bonne forme, comme c'est le cas actuellement, c'est généralement très bon pour les mid-cap européennes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Les mid-cap énormément souffert en 2022 en relatif par rapport au mid-cap. En gros, le facteur taille, si vous êtes des analystes factorielles des portefeuilles, le facteur taille, c'est un des plus gros facteurs explicatifs de performance par rapport aux indices en 2022. Plus vous êtes une grosse capitalisation, mieux vous avez performé. Plus vous êtes une petite capitalisation, moins bien vous avez performé. Ça, c'est un peu en train de se retourner. Donc, dire que tout est rose, non. On n'en est pas là. Mais dire qu'il y avait des raisons techniques pour expliquer un rebond assez violent, oui, il y en avait plusieurs. Et je ne vous parle pas des fonds systématiques qui étaient short et qui sont en train de se racheter. Vous avez entendu cette histoire 10 fois. Frédéric Rosier, on peut peut-être finir cette émission sur une note toujours positive. Alors là, je suis d'accord, effectivement, la décote historique, il y a même encore de la décote aujourd'hui, malgré le rebond, on doit être à 5-10% encore de décote des marchés européens par rapport à la moyenne historique. Donc si on va être optimiste, il y a quasiment en relatif encore au moins 5 à 10% de rattrapage sur les marchés européens. Quand on se paye 13 fois, on n'est pas si cher que ça, et d'autant plus si effectivement, alors on va faire modulo quand même ce qui va se passer avec la BCE, parce que le marché va peut-être vite en besogne sur le fait que la BCE ne va pas garder le cap sur la remontée de taux, et ça peut avoir un impact. On parlait d'un impact court et moyen terme, ça peut être un impact, parce que je trouve beaucoup plus de discours aujourd'hui qui sont, même aux États-Unis, les banques centrales vont se calmer, elles ne sont pas là pour nous faire plaisir, elles sont là par rapport à une mission qui était d'enrayer l'inflation. Et si le corps inflation continue à avoir une tendance toujours forte, il n'y a aucune raison que les banques centrales lâchent la bride. Et Christine Lagarde ne laisse pas entendre qu'elle changera sa politique. Mais donc, vous voyez, par exemple, je ne vous parle même pas de Taylor, la règle de Taylor, parce que ça voudrait dire que les taux d'intérêt seraient quasiment à 11, mais on n'en est pas là. Mais la question est, effectivement, cette banque centrale va continuer peut-être à resserrer. Le marché n'accepte plus quelque part ce scénario. Je vois maintenant, effectivement, même des baisses sur 2024 sur les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis. Donc, on va se calmer un petit peu là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la perception qu'on a sur la trajectoire bénéficiaire. Il y a 2-3 mois, on disait récession, mais on ne voyait absolument pas d'anticipation de baisse des bénéfices sur les entreprises européennes.
Maintenant, on anticipe une baisse de l'ordre de 5-6% sur les marchés, mais on ne parle plus de récession. Donc, vous voyez, on est toujours en décalage. Donc là, si effectivement le marché anticipe une contraction des bénéfices alors qu'on n'est pas en récession, ça offre encore du potentiel supplémentaire d'appréciation des marchés. Et il faut juste regarder par rapport à ce qui a fonctionné, parce qu'on parle de valorisation, de rebond des marchés. En réalité, tout n'a pas rebondi. Il y a énormément de valeurs aujourd'hui, je répète, les cycliques. Alors sur les valeurs moyennes, petites valeurs, il faut bien comprendre que dans le cycle économique, c'est plutôt celles qui sont en phase de reprise, donc dans la recovery. D'accord. Il faut vraiment que la reprise économique soit installée pour que ces valeurs-là, qu'on offre le plus de potentiel de rebond, mais il faut vraiment qu'on acte une forme de reprise économique pour pouvoir définitivement se placer et avoir un peu plus de certitude. C'est pour ça, notamment sur les petites valeurs, qu'on a un petit peu plus de mal à rebondir aujourd'hui. Mais si c'était le cas, vous avez quand même des décodes. Je regardais des fonds de croissance l'année dernière qui étaient à moins 45 l'année dernière. Donc voilà, alors bien sûr on était sur des excès de valorisation, mais je pense que la réalité est toujours un petit peu entre les deux. Donc il y a du gros rattrapage à faire. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur le court terme, moyen terme, ça va trop vite. Microsoft, on sait qu'il y aura des problématiques parce que ça vend en dollars, donc forcément, il y aura un impact de change un peu négatif. Il y a une sensibilité au CAPEX, à l'investissement des entreprises, donc il y aura peut-être effectivement quelque chose qui a manqué. C'était la dernière publication sur le cloud. Vous voyez que la cloud entreprise diminuait un petit peu parce que les entreprises n'avaient pas suffisamment de visibilité. Donc même si Microsoft est un petit peu en dessous, ce n'est pas forcément un message ultra négatif. C'est juste une adaptation par rapport à des perspectives de croissance qui étaient très élevées au préalable. Et donc, voilà, on va trouver la juste valeur, mais c'est des valeurs qui ont perdu 30 ou 40% l'année dernière, avec des taux de croissance à 2 chiffres. Donc, il n'y a aucune raison de s'en dessaisir. Et au contraire, je dirais, si le chiffre est légèrement en dessous, il faut profiter de la baisse qu'on a sur ce genre de titre. Si jamais, par exemple, on est à la virgule en dessous, on peut avoir un -3, -4 sur ce genre de titre si c'est un petit peu en dessous, mais je pense réellement qu'il faut se repositionner parce que s'il y a du potentiel, c'est sur les valeurs de croissance, au moment où on se parle, sur les valeurs de croissance américaines, sur lesquelles on a une décote aujourd'hui qui les a emmenés sur un niveau de valorisation même en dessous de la moyenne historique. Donc il y a un rattrapage. Le Nasdaq, sur les entreprises profitables aujourd'hui, doit se payer à peu près 20 fois. Entreprise profitable, je ne parle pas qu'achète Cathy Wood, je parle des vraies entreprises. Là, on a des PE à 20, et donc PE à 20 avec des croissances à 2 chiffres. Honnêtement, je pense qu'on peut quand même sérieusement les regarder quand on voit qu'on paye du L'Oréal à 30 fois les bénéfices ou du LVMH. Merci beaucoup Frédéric Rosier d'être venu dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci également Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Merci Olivier de Béranger, directeur général délégué de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.